À vous qui êtes sensibles à la beauté du monde qui nous entoure. Explorez, inspirez-vous, éveillez-vous, réveillez-vous. Good Green Vibes, immersion au cœur de l'éco-aventure de ceux qui changent le monde. Prêt à embarquer ? C'est parti. La glace, c'est le miroir de l'Anthropocène, l'un des miroirs. Mais c'est un miroir fort en ce moment, puisque l'Arctique se réchauffe 3 fois plus que le reste de la planète. On regarde ces icebergs, on voit des couches, des strates. On ouvre le livre de l'histoire de la Terre. L'Arctique, terre sauvage d'une extraordinaire beauté. Elle a conquis le cœur de Vincent Hilaire, qui sera votre hôte au cours de cet épisode. Le photographe, journaliste et écrivain a traversé les terres et les mers d'Islande, du Groenland, du Canada et d'ailleurs. Il y a immortalisé paysages, espèces sauvages, culture inuite du Groenland, ainsi que la relation de ce peuple à la terre. Là, il y a révélé sa passion arctique et y a trouvé le chemin vers sa quête profonde, l'humain. En 2008, il y décroche l'opportunité de sa vie. Il est sélectionné pour embarquer à bord du mythique Tara pour l'expédition Tara Arctique. Immersion en dérive au cœur de la nuit polaire et de la machine climatique. Je suis parti pour ma première mission à bord de Tara entre 2007 et 2008. C'était la fin de cette mission de 500 jours. Moi, j'ai fait il y a eu 3 équipages qui se sont relayés. J'étais dans le 3e, qui était une mission incroyable. J'ai rejoint le Tara qui était pris dans les glaces de l'Arctique, donc au nord de la planète, dans le cadre d'une mission qui s'intégrait dans l'année polaire internationale. C'était un projet européen qui s'appelait Damoclès et dont l'objet était l'étude de l'impact du changement climatique sur la banquise. Donc le Tara était une base polaire dérivante. Ce bateau a la capacité en fait d'être pris dans les glaces, a été conçu, construit, designé à l'époque par Jean-Louis Etienne et ses équipes, les architectes Bouvet-Petit, pour résister aux mâchoires de la banquise. Et donc la première dérive arctique de Tara, il n'y en a qu'une à ce jour, se réalisait enfin, qui était le rêve de Jean-Louis Etienne, mais qu'il n'avait pas pu réaliser, et que réalisait l'équipe Tara Expédition. 2007, vous le savez, a été déclarée année polaire internationale, on en a parlé ici même. Parmi les nombreuses expéditions, voici la plus longue. 8 hommes vont se succéder à bord d'un voilier qui s'est volontairement laissé prendre par les glaces. Leur séjour, entre guillemets, le séjour de ce voilier va durer 2 ans, par moins 40 degrés. Les larmes gèlent sur les paupières. C'est la version moderne des naufragés volontaires, destination pôle Nord. Un brise-glace russe leur a ouvert la voie et depuis le Tara, ce bateau scientifique s'est laissé englacer. Le voilà prisonnier de la banquise. À l'époque, j'étais rédacteur en chef adjoint pour France 3 Centre à Orléans. Puis j'étais dans le bureau des adjoints, dans la rédaction de France 3 Centre. C'était l'heure de midi, le 12-13, donc le 12-13 était passé, donc c'était un moment un peu plus relax avant qu'on reprenne le travail pour le 19-20, ou en tout cas c'était un moment que j'avais un peu de liberté, parce que des fois, même entre midi et 2, c'était pas du tout relax, parce qu'il se passait plein de choses toute la journée, qu'il fallait que le rédacteur en chef suive en connexion avec les équipes sur le terrain, puisqu'évidemment l'actu rebondit potentiellement tout le temps, ou pas. Et donc là, en tout cas, j'avais un moment à moi, donc j'avais allumé la télé dans le bureau des adjoints, j'étais sur LCI, et puis je vois l'interview d'un garçon qui s'appelle Romain Troublé, qui est l'actuel secrétaire général de la Fondation Tara Expédition. Et puis, Romain Troublé parle d'un bateau qui vient d'être mis dans les glaces, etc. Alors, moi, j'étais assez fasciné. Et évidemment, avec tout mon parcours et mon appétit pour la mer et les expéditions maritimes, et petit à petit, je regarde la vidéo donc, de ce bateau mis en glace,
Et je vois que c'était Antarctica. Et à l'époque, pour Thalassa, en tant que stagiaire, j'avais fait un petit reportage sur Antarctica à Camaret, qui était son port d'attache à l'époque où c'était Jean-Louis Etienne qui en était le patron. Et je me dis, mais c'est pas possible, c'est Antarctica. Ah oui, d'accord, il s'appelle Tara maintenant. Ah bon? Et puis je suis sorti de là et j'ai eu comme un appel. Vraiment, littéralement, je me suis dit, mais il faut que je candidate pour ce projet. Donc, à la fin de l'émission sur LCI, il y avait une adresse, le site internet de Tara. Ben, j'ai envoyé un mail, en fait. J'ai envoyé tout simplement un mail en disant, voilà, je suis très intéressé par votre projet. Est-ce que je peux vous envoyer ma lettre de motivation, mon CV, comme tout le monde fait aux quatre coins de la Terre chaque fois qu'on ressent un appel. Et il se trouve qu'on m'a répondu et que j'ai eu un premier rendez-vous, un deuxième rendez-vous, et puis un troisième rendez-vous qui s'est passé avec Étienne Bourgois, qui est le directeur général d'Agnès B, puisque la marque Agnès B était à l'origine aussi de ce projet. Et donc j'ai été pris. Et donc moi j'ai atterri sur la banquise en avion. On était tout près du pôle Nord, et puis j'ai rejoint cette équipe comme ça. C'est un moment inoubliable. D'abord, il faut savoir qu'avec l'équipe qui allait embarquer à bord, donc on est monté de France jusqu'aux îles Spitzberg, donc par 78 degrés nord, et dont la ville principale s'appelle Longyearbyen. Et donc on était en stand-by à Longyearbyen en ce mois de septembre 2007, ne sachant pas trop quand on allait monter dans l'avion pour pouvoir rejoindre le bateau. Et là, chaque jour, il y a un briefing, on prend des nouvelles. Romain Troublé, donc, appelait le bateau. Alors, bon, comment ça se passe? C'est dégagé chez toi. Évidemment, les pilotes qui prennent le maximum de sécurité dans ces espaces polaires arctiques où le temps est tellement changeant et on n'a pas le droit à l'erreur, hein, parce que si on atterrit au mauvais endroit, on va peut-être y laisser sa peau à cause du froid. Donc ça aussi, ça remet bien les pendules à l'heure, et c'est une source de repère assez évidente, et ça refait surgir tous nos instincts humains qu'on a encore en nous. Mais donc on a attendu, on était en stand-by, on était impatients. Et donc il y a eu le jour où, allez, c'était le go. Et donc on est monté dans ce Twin Otter. Un Twin Otter, c'est un avion à 2 hélices, qui doit, avec les 2 pilotes, il y a en tout et pour tout 6 places peut-être. Donc avec les pilotes, ça doit faire 8 de mémoire. Et cet avion d'ailleurs, c'était un petit peu rigolo. Je trouvais ça assez iconoclaste, puisque c'était ma première expérience d'expédition polaire. C'était un peu une épicerie volante. Je volais, j'avais des caisses d'oignons à côté, des oranges, des tomates, des produits frais, parce qu'évidemment, sur la banquise, il n'y a pas de supermarché flottant dérivant comme Tara, et donc il y a une grande partie des aliments à bord qui sont congelés pour nourrir l'équipe. Et donc on a décollé dans cette espèce de bazar volant, et tous avec notre équipement, nos vêtements polaires déjà, et tout ça. Et puis là, on a volé à peu près 2 heures, assez rapidement après le décollage. On voyait plus rien. On était dans le white, quoi, dans les nuages. Et puis de temps en temps, il y avait des petites trouées dans ces nuages-là. Et puis on commençait à avoir des petits morceaux de banquise en dessous. Alors, j'étais excité comme un enfant. J'avais même pas 40 ans, j'avais 39 ans, parce que j'ai fêté mes 40 ans à bord. Donc j'étais excité comme une puce, hein, comme on dit. Voilà, j'étais vraiment tellement heureux, et je voyais toutes les années avant, et je me disais, je suis pas là par hasard, je suis sur mon destin, je vole sur mon destin. Et un moment extraordinaire. Donc on était toujours dans les nuages, et puis d'un coup, et donc les pilotes, on savait que comme tous les pilotes de l'Arctique, ils envisagent un plan B.
Évidemment, même des plans C, etc., en fonction de la météo, qui est tellement changeante en Arctique. Les pilotes de l'Arctique, c'est les meilleurs pilotes du monde. Et de l'Antarctique, voilà, il n'y a pas d'équivalent. Et donc là, à peu près, il commençait à y avoir des échanges avec le bateau. Quel est votre temps? Ouais, c'est dégagé chez nous, disait le bateau, Grand Adverse, le chef d'expédition. Les pilotes disaient, ok, pour l'instant on est toujours dans les nuages, on confirme pas l'atterrissage sur la banquise, etc. Donc là on commençait à se dire, oh là là, on va pas atterrir en fait, on va aller à Station Nord, qui est souvent le plan B quand les avions volent depuis Longyearbyen vers le pôle Nord, puisque le bateau était pas très loin du pôle Nord. La Station Nord, c'est une station de repli au nord-est du Groenland, vous voyez. Et donc on s'est dit, mince, ça va pas marcher et tout. Donc on sent une certaine déception qui monte. Et puis en même temps, on y croit toujours, parce que tout ce qu'on a fait pour en arriver là, comme je vous le disais, c'est tellement gigantesque. Et là, il s'est passé un miracle, comme il s'en passe quelquefois dans ces missions. D'un coup, plus aucun nuage, un ciel bleu, azur, complet, une tempête de ciel bleu, comme disent certains marins, et la banquise à perte de vue, toute constituée, c'était plus des petits morceaux, c'était une banquise pleine et entière. Et donc là, nouvel échange avec Grand Adverse et les pilotes, copilotes. Ok, on va atterrir, préparez-vous, on arrive sur la piste, on vire sur l'aile droite. Et là, moi j'étais à droite, il se trouve que j'étais à droite, par hasard, hein. L'avion vire sur l'aile droite, et là je vois en bas les deux mâts de la goélette, du Tara, et le bateau pris dans les glaces, et je me suis dit, mais t'es sûr que t'es pas un peu fou quand même? T'es sûr que... Tu te rends compte de ce que tu fais? Et là c'est magique, on a rendez-vous avec soi-même, et on va au bout de soi-même, et donc on va se découvrir encore plus. Et il n'y a que ça de vrai. Et là, on a atterri sur la glace. Alors, je peux vous dire qu'atterrir sur la banquise, déjà, ça fait réfléchir, hein. L'avion faisait un peu des bonds comme ça, une piste tracée par l'équipe à la main. 800 mètres de piste tracée à la main avec... Là, on est vraiment dans les travaux d'Hercule, hein. Dès qu'on rentre vraiment dans la logistique arctique, c'est très compliqué, hein. Et c'est surtout beaucoup de courage et de travail. Et là, on atterrit. L'avion, exceptionnellement, parce que d'habitude, il laisse toujours tourner les hélices à cause du froid. L'avion, exceptionnellement, est obligé de couper les hélices parce qu'il doit refueler. Il doit refaire, il y a des réserves de carburant près du Tara. L'avion doit re-remplir ses réservoirs pour pouvoir rentrer. Et donc, le plein est fait, les hélices s'arrêtent. Et puis là, les équipes de Tara qui étaient à bord, qu'on allait relever pour partie, nous accueillent. Ouais, Vincent, hello, I'm Odun. Hello, I'm Grant. How are you? Welcome. Welcome on the ice. C'est assez incroyable parce que donc le silence se fait assez vite parce que ceux qui arrivent sur cette banquise et qui pour la première fois comme moi j'étais vraiment un bisu comme on dit, vont vivre la première grande expédition polaire de leur vie, il y a un moment où je vous assure votre cerveau, vous savez plus où vous êtes, hein. Vous marchez sur la banquise, c'est de la 2D, vous avez un plan en bleu, un plan en blanc et c'est tout. Après l'atterrissage de l'avion, donc il y a vraiment un moment où on sent que le cerveau il a des problèmes techniques à résoudre. Il va chercher des informations, donc il n'y a plus un son, on est sur un désert blanc. Il n'y a plus un son, il n'y a plus que de couleurs, d'ailleurs il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus de maisons, il n'y a plus de route. Les oreilles sifflaient, le cerveau était complètement perdu. On marchait sur la glace, en dessous il y avait l'océan, il y avait ces deux mâts qui émergeaient
de crêtes de compression blanches à l'horizon, à peu près 1 kilomètre, 2 kilomètres. Et puis on a commencé à marcher, à partir avec les pactages et tout vers le voilier. Et puis on est arrivé près du Tara, sidéré. C'est sidérant. Puis là, je me rappelle cette image aussi de descendre dans le Tara et de sentir l'odeur du bateau et aussi les réserves de carburant qu'il fallait pour pouvoir avoir du chauffage. Donc ça sentait le kérosène, parce que c'était ce qu'il fallait. Si on avait un incendie à bord du bateau, il fallait pouvoir évacuer tout le monde. Et donc il fallait toujours des réserves de carburant pour que les avions, les hélicoptères viennent nous chercher, parce que c'était tellement loin qu'il fallait... Donc ça sentait le kérosène, ça sentait le fioul. Et là, on a Marion Lauters, qui était l'intendante du bord, qui avait préparé un petit frichti pour ceux qui arrivaient et tout, et qui est sorti « Ouais, salut, comment ça va? Bienvenue à bord de Tara, etc. » Avec plein d'entrain, de vie. Et puis au milieu de ça, je voyais vraiment des équipiers déjà qui étaient en expédition, un peu barbus pour les mecs, avec leur tenue, mais en même temps très cool, en train de boire leur thé. Tiens, des nouveaux, mais vous arrivez d'où? Vous avez pris quel bus? Enfin, plein d'humour. C'était fabuleux, quoi. Alors, ma mission très très claire à bord du Tara, c'était correspondant d'expédition. Le correspondant d'expédition, par définition, son rôle, sa mission principale est de raconter au quotidien ce qui se passe à bord. Ça peut aussi bien, évidemment, en premier lieu, concerner toutes les manips scientifiques qui sont faites à bord dans le cadre de l'expédition donnée, puisque chaque fois que Tara entreprend une expédition, c'est pas forcément toujours la même thématique de recherche. Donc voilà, d'abord essayer de raconter en discutant beaucoup avec les scientifiques et transmettre cette information scientifique, cette actualité scientifique en cours dans le cadre de l'expédition, faire aussi des portraits des équipes, les gens qui sont là, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qui les passionne, et en plus de transmettre cette beauté absolument incroyable de la banquise et de ce bateau fantôme pris dans ces glaces et en dérivant avec ce pack de glace. Ça veut dire que c'est un bateau désormais qui se déplace sans cap donné, sans un marin qui a les mains sur la barre et qui décide d'aller à bâbord ou à tribord. C'est un bateau qui s'en remet aux éléments pour choisir son destin. C'est assez extraordinaire. Dans l'expédition-là, les 2 moments les plus forts que je garde, c'est des rendez-vous avec la beauté que nous offre cette planète. La première, c'est ma première aurore boréale. Extraordinaire. Des aurores boréales vertes, roses, blanches, qui se reflétaient dans la banquise. La banquise était verte, rose, blanche. C'était fabuleux. Et puis de voir ces draperies dans le ciel qui ondulent. Et avec toutes les photographies que ça peut inspirer. C'était des moments de joie pour tout l'équipage où tout le monde fait de la photo plus ou moins. Et si ce n'est pas que la photo admire cette beauté-là. Et puis pour moi, c'était mes premières aurores boréales. Quand il y avait des épisodes de blizzard, qui est donc des blizzards, c'est des grosses tempêtes polaires
avec des vents très forts, où la neige comme du sable et vous fouette le visage et balaye toute l'étendue et qui resculpte les formes de la banquise, la surface de la banquise, voire casse la banquise aussi, parce que les tempêtes mettent en pression les bords de la banquise, donc elle arrive à casser au centre dans différents endroits suivant l'intensité de la tempête. Et ça, c'était incroyable après les journées de blizzard comme ça, où pendant 3, 4 jours, 5 jours, suivant le temps du blizzard, on était obligé de rester à l'intérieur du bateau. Et c'était d'ailleurs très dur pour le moral parce qu'on n'avait plus cet exutoire d'aller sur la glace qui était vraiment, qui nous faisait un bien fou à tous. Et là, on était un peu confinés avant l'heure dans ce Tara. Donc les marins polaires savent ce que c'est être confinés. Et donc là, on ressortait quelques jours après, on était content enfin de retrouver de l'espace et un peu de liberté. Et là, il fallait absolument déneiger le bateau. Le bateau était... des fois, on voyait à peine le pont, les mâts toujours évidemment, mais on voyait à peine le pont sortir de la neige qui a été balayé, les congères reformés. Et donc, c'est ce qu'on appelait les digging days. Et donc, on dégageait le Tara parce que ce qui était important, c'est que le Tara soit toujours en mesure de sortir à un moment de cette glace et que la neige et la glace ne recouvrent pas trop le pont pour ne pas créer de problématiques de résistance, de matériaux. Voilà, il y avait plusieurs... donc, il fallait toujours veiller à ce que la neige et la glace n'enferrent pas complètement le bateau. Il pouvait être pris par sa coque par le bas, par la glace, mais pas par-dessus. Un soir, j'étais dans ma cabine, il y avait toutes les nuits plusieurs quarts, on se relayait en quart, mais ce soir-là, je crois que je prenais mon quart à 5h du matin, donc c'était le début de la nuit, je bouquinais et tout. Et puis, il devait être 9h du soir, et là, j'entends les chiens qui commencent à aboyer. J'entends les chiens aboyer d'un coup, ce qui n'était pas du tout leur habitude dans la nuit. En tout cas en fin d'activité de la journée, parce que nous, nuit ou pas, on avait des journées toujours bien remplies, avec toutes les manips scientifiques, nourrir toute l'équipe, le travail que chacun faisait dans son poste, moi correspondant à l'expédition, trier mes photos, envoyer des photos, monter mes reportages, etc., etc. Et puis chacun dans son poste, le chef d'expédition dans son poste à lui, le capitaine, le chef mécanicien a assuré que les groupes électrogènes marchaient bien pour qu'on ait de la chaleur à bord, qu'on puisse mettre les instruments à l'eau à l'arrière, donc pour tout ça il faut de l'énergie, enfin c'est pas rien, c'est une base polaire. Et donc là, ce soir-là, les chiens aboient. Je me dis pourquoi ils aboient, Zagretixi, qu'est-ce qui se passe? Et puis là j'entends le long de la coque, ça doit être un aluminium épais, j'entends la glace qui craque comme ça, mais qui craque pas comme les pattes de Zagretixi, un bel animal, quoi, et qui détale comme ça. Je dis waouh! Et là, j'entends à l'entrée dans le carré, pour Norbert! Donc ours polaire. Donc là, on sort et tout, et puis tous, on s'habille en 2 temps, 3 mouvements, pas forcément assez chaudement, mais puis là, moi, je voulais filmer pour la première fois l'ours polaire. Et donc, on a réussi à en mettre en place un projecteur de recherche et tout ça. Et puis, on était tous, à peu près tout l'équipage là. Puis, j'ai réussi à faire ma première image en vidéo de l'ours polaire, qui a d'ailleurs été diffusée dans pas mal de documentaires après, sur Arte, dans pas mal de docs, de cet ours-là qui avançait tout en lenteur et en délicatesse, en prudence et en harmonie absolue avec cette glace, et qui, après avoir détalé du côté bâbord du bateau où je dormais moi, à l'avant, se repointait sur le côté tribord au milieu, mais un peu plus loin, à nous regarder, et puis à nous sentir avec ce mouvement typique que font les ours comme ça. Ils donnent des coups de nez
vers le haut, comme ça, à la verticale, pour nous sentir, puis à nous regarder, et puis il était seul sur la banquise, là, en tout cas, en dehors de nous, en pleine nuit, il est venu voir, et peut-être qu'il avait je vais pas dire des idées parce que c'est l'anthropomorphisme, mais peut-être qu'il était en quête d'aliments, intéressé, en tout cas curieux, qu'est-ce que c'était ce bateau pris dans la glace. Et bon, et voilà, et puis après, il est parti dans la nuit, mais incroyable de voir cet animal-là, certainement un ours mâle, un bel ours mâle, dans la nuit, seul, sur la banquise. C'est vertigineux. On a vécu à bord de ce bateau sur la banquise 2 mois et demi de nuit polaire. Par 75, enfin on dérivait, donc on changeait de latitude, mais pendant 2 mois et demi, sauf les nuits de pleine lune qui éclairent la banquise où on voit presque en plein jour, et puis les aurores boréales aussi, le reste du temps, si vraiment il y a pas, le ciel est très noir, on est dans une nuit, tous les jours il fait nuit. Cette expédition-là a été d'abord le premier pas vers un apprentissage grâce aux scientifiques et à ce qu'entreprend la Fondation Tara Expédition de la réalité de ce changement climatique qui affectait déjà la banquise. Je veux dire, on était là pour ça, sur cette banquise. Et un exemple simple, le bateau Tara avait été mis en glace pour dériver, donc comme je l'expliquais, avec ce pack de banquise, mais parce qu'on sait aussi, c'est le Norvégien Fridtjof Nansen qui avait découvert ceci plus d'un siècle avant, qu'il y a un courant transpolaire qui va, on va dire, du détroit de Bering le long de la côte est du Groenland, qui naturellement dérive, il y a un sens de dérive de ce courant, donc nord-sud, qui vient de l'Arctique, du centre de l'Arctique jusqu'à l'Atlantique Nord, on va dire à peu près. Et donc voilà, donc déjà la découverte de ces phénomènes de courant, et à travers ça, alors que Fridtjof Nansen avait mis 3 ans pour dériver sur ce courant transpolaire avec le Tara, ça nous a pris 1 an et demi, la moitié, 1 siècle plus tard. Parce que la banquise était déjà beaucoup plus fine, parce qu'il y avait beaucoup plus de tempêtes, tout simplement parce que l'Arctique avait déjà considérablement changé en 1 siècle. Que probablement l'Arctique, à ce stade-là déjà, en 2006, 2007, 2008, les années de cette expédition Tara Arctique, avait déjà perdu facilement 50-60% de son volume, c'est-à-dire sa surface et son épaisseur. Et donc ça, c'est considérable. Et quand on commence là en situation à voir à travers les relevés, tout ce que font les scientifiques au quotidien, les données qu'ils transmettent aux labos qui sont partenaires de ce genre d'expédition, ce qui vous explique, puisque les scientifiques nous expliquaient beaucoup, il y avait ce qu'on appelait les lectures à bord, où il y avait un moment où un scientifique nous expliquait pourquoi on fait cette manip tous les jours. Alors moi, j'avais un peu plus d'éléments d'infos des fois parce que j'avais déjà fait l'interview du scientifique ou je lui avais posé des questions. Mais il y avait tellement de choses à apprendre que c'était pas une petite interview qui allait m'en apprendre suffisamment. Et donc là, on commençait à comprendre. L'Arctique aujourd'hui, donc cette banquise de mer, ça veut dire que quand l'océan glacial arctique gèle, il génère une glace de mer qui s'épaissit et forme la banquise. C'est ça la banquise. Et ça ne peut geler qu'à moins 1,8 degrés Celsius. C'est la température de formation des premières petites briquettes de cette banquise qui s'appelle la glace de Frasile et qui après se transforme en ce que les anglo-saxons appellent des pancakes. Ça fait comme des pancakes, des petites crêpes, des pancakes de glace. C'est comme ça que brique par brique, la banquise s'assemble en fait. Quand on sait aujourd'hui, là, que potentiellement en 2022, peut-être avant même la fin de cette décennie-là, qui est engagée depuis 2 ans, peut-être qu'avant même 2030, de basculer dans la décennie suivante, on sait que peut-être la banquise en été aura complètement fondu. D'ici 2030, on est en 2022.
Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'Arctique, la banquise, la cryosphère, c'est l'ensemble de la glace de l'Arctique. Ça veut dire la banquise de mer, les glaciers, la calotte groenlandaise, c'est quand même 15% de l'eau douce mondiale. Tout ça est extrêmement menacé. Le trend général, la tendance de fond de tout ça, c'est un réchauffement stratosphérique. C'est stratosphérique. Et là, c'est pas un journaliste qui fait dans le spectacle ou qui force le titre de son article ou de son reportage qui vous parle. Je suis toujours journaliste, mais je suis avant tout un homme qui a eu la chance et qui se bat pour aller comprendre, pour lancer cette alerte. Quand j'étais enfant, ma première passion, c'était la mer. Ma deuxième, c'était l'image et raconter. Et ma troisième, grâce à cette première mission, expédition en Arctique, cette dérive arctique, c'est l'Arctique. L'Arctique me fascine par la beauté, l'harmonie qui y règne entre les animaux, la glace, et aussi les hommes et cet environnement en général, cet écosystème. Cette zone-là par rapport au pôle Sud, qui est un lieu qui est réservé à la science et à la préservation des espèces, a ceci de particulier que l'humain y a trouvé une place dans cet univers extrême de glace. Des peuples sont nés et se sont transmis des savoirs ancestraux qui sont toujours aujourd'hui de mise pour les aider à survivre par leur capacité d'adaptation à cet élément. C'est fascinant. C'est l'homme que Vincent a trouvé au cœur de ses aventures à bord du Tara en Arctique. Et c'est sa dernière expédition qui sera le révélateur et le tournant de sa vie. C'est au contact des communautés en première ligne du changement climatique que va germer la graine de son engagement et de son action. La dernière expédition polaire à laquelle j'ai eu la chance de participer avec Tara, où nous avons fait le tour de l'océan glacial arctique par les deux passages nord-est puis nord-ouest en 6 mois. Et là, j'ai pu rencontrer la totalité des populations inuites. Pas la totalité dans leur quantité, mais la totalité des différentes populations qui composent la souche inuite. Des Tchouktches en Tchoukotka, après les territoires du nord-ouest canadien, donc le Nunavut, ensuite la partie plus vers le Saint-Laurent, Québec, donc le Nunavik, les Yupik, etc., et les Groenlandais, la côte ouest du Groenland. À Ilulissat en 2013, donc sur la côte ouest du Groenland. C'est l'une des plus belles baies probablement du Groenland. C'est la baie de Disko, dans lequel le plus grand glacier du Groenland, de Jakobshavn, vèle des centaines de milliers d'icebergs incroyables. Et là, je tombe sur un Groenlandais qui avait un magasin pour des touristes dans le village d'Ilulissat, qui était, avant le Covid, l'un des plus touristiques du Groenland, certainement. Et il me dit, alors je lui dis, mais je voudrais vraiment comprendre ce que ça signifie pour vous, le changement climatique. Il me dit, écoute, c'est pas compliqué. La baie Disko, là, voilà. Nos ancêtres, et un peu nous, enfants, lorsque... Dans une année normale, il y avait de la glace de mer, la banquise. Il y en avait pendant 10 mois sur 12. On sortait avec les traîneaux, les chiens, les skidoo, etc. Aujourd'hui, il n'y en a plus, si tout va bien, que 2 mois sur 12. Donc on ne sort plus avec les chiens, les traîneaux, tout ça c'est fini. Il y a effectivement un chenil au sud d'Ilulissat. Il y a 10 000 chiens qui sont attachés à des piquets, qui ne font plus rien, qui sont en train de mourir, de se becqueter les uns les autres. Les chasseurs ne peuvent même plus les nourrir, puisqu'il n'y a plus de chasse sur la banquise. Il n'y a de chasse que sur la banquise en Arctique. S'il n'y a plus de banquise, il n'y a plus de chasse. S'il n'y a plus de chasse, il n'y a plus de survie possible. Et donc il faut s'inventer une autre vie. Donc c'est ce que font les habitants d'Ilulissat, ils ont basculé dans la pêche.
Et donc là, j'ai eu plein de témoignages. Les réponses étaient unanimes en Arctique. Moins de banquise, fonte des glaciers, plus le même temps, beaucoup plus de pluie, beaucoup plus de neige quand il y a de la neige, beaucoup plus de tempêtes, la fonte du pergélisol, du permafrost, des maisons qui tombent en quelques mois, des routes qui se cassent, de moins en moins de gibier dans certains endroits, d'autres gibiers qu'on n'avait pas vus, etc., etc. C'est infini. Et ces gens-là sont au milieu de tout ça. Et ils aiment leur terre. Ils sont adaptés à cette terre. C'est la terre de leurs ancêtres. Elle est sacrée. Avec ces populations, j'ai pu comprendre en situation, avec elles, elles m'ont montré, elles m'ont expliqué quelles étaient les conséquences du changement climatique dans leur quotidien. Ces populations-là m'ont mis des lunettes sur les yeux. Et c'est une formidable chance et un formidable message que nous envoient ces populations. C'est que le changement climatique, c'est une formidable opportunité que nous offre cette situation que nous avons créée paradoxalement pour réagir et nous retrouver avec les autres humains qui sont sensibles à ça pour sortir par le haut de cette situation comme le font tous les jours depuis des milliers d'années ces populations. Prenons exemple d'elles. Inspirons-nous de ces communautés pour corriger le tir et changer la trajectoire de ce bateau. Portons la parole de ces populations. Vincent s'est fait passeur. Comment réussir à recueillir des témoignages de qualité ? Comment arriver à comprendre, puis expliquer au mieux, les conséquences humaines de ce changement climatique ? Porté par ces questions, c'est en 2013, sur la côte ouest du Groenland, qu'est né le projet qui est aujourd'hui la vocation de la vie de Vincent. Une expédition scientifique, documentaire et pédagogique intitulée Greenlandia. Les Good Green Vibes vous donnent rendez-vous à l'automne 2022 pour vivre de l'intérieur l'expédition Greenlandia. On vous emmènera en immersion au cœur de la vie de ces communautés en première ligne du changement climatique. En attendant, si vous avez aimé cette éco-aventure en banquise arctique, dites-le nous. Laissez-nous un commentaire et 5 étoiles à la fin de votre écoute. Et pour en savoir plus, abonnez-vous à la newsletter Good Green Vibes Only. On vous dit tout et on vous donne tous les liens. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode des Good Green Vibes.